Allumage Vulcain, allumage des EMP et décollage. L'astronomie est une science d'observation, c'est-à-dire que, contrairement à la physique de laboratoire, on ne peut pas agir sur les objets qu'on regarde. Donc on se contente de recevoir de l'information de manière passive. Cela dit, on essaie de le faire de manière la plus performante possible. Alors, le messager le plus fréquent qu'on utilise en astronomie, c'est la lumière. Et cette lumière, on ne se contente pas de la lumière visible, celle que notre œil perçoit, mais on va des deux côtés du spectre visible chercher vers l'infrarouge et les ondes de plus en plus longues jusqu'à la radio, et vers l'ultraviolet et les ondes de plus en plus courtes jusqu'aux rayons X et aux rayons gamma. La détection de la lumière n'est pas le seul moyen utilisé en astronomie, puisqu'on capte aussi des particules qui viennent du cosmos, des neutrinos, des rayons cosmiques, voire de la poussière, mais la lumière, c'est quand même le moyen principal d'accéder à l'univers lointain. Il se trouve que l'atmosphère de la Terre est très opaque à la lumière, sauf dans deux domaines qu'on appelle deux fenêtres, puisqu'on peut voir à travers. L'une de ces fenêtres, c'est la fenêtre optique, donc c'est celle qui laisse passer la lumière visible à notre œil, et un petit peu de lumière infrarouge, et qui, entre la limite supérieure et la limite inférieure de cette fenêtre, il y a environ un facteur 2 en fréquence ou en longueur d'onde. Et puis, il y a une très grande fenêtre, qui est la fenêtre radio, qui correspond donc à des ondes lumineuses mais invisibles, qui sont à des fréquences beaucoup plus basses, des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, et qui, elle, a un rapport entre les ondes les plus courtes et les plus longues reçues de 10 000 au lieu de 2. Donc une très vaste fenêtre. Et alors l'intérêt, c'est que l'optique nous donne accès aux émissions thermiques des objets, aux émissions de la matière neutre, à la mesure chimique de la composition des objets observés, alors que la radio donne essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement accès à d'abord l'univers froid, l'hydrogène neutre et toute la matière ionisée et magnétisée. La radioastronomie est une science relativement récente par rapport à l'astronomie qui date de l'Antiquité. C'est à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale que ce domaine a pris son essor parce qu'il y a des radars qui ont été utilisés pour observer l'aviation ennemie. Et c'est avec l'utilisation de ces radars qu'un certain nombre de scientifiques, pendant qu'ils effectuaient de fortes activités du Soleil. Après la guerre, donc ce domaine a pris son essor dans un certain nombre de pays. Et c'est Yves Rocard, qui était directeur de l'École normale supérieure, qui a eu l'idée d'utiliser des radars de la guerre de type Würzburg pour faire des premières observations radioastronomiques. L'implantation en région parisienne de tels instruments était un peu difficile. Il s'est mis en quête de trouver un endroit plus approprié. On voulait à la fois être dans un endroit calme d'un point de vue des émissions radio, parce que les émissions que l'on observe naturelles venant des astres sont beaucoup plus faibles en intensité que les émissions que nous produisons sur Terre. Donc il fallait un endroit un peu loin des populations, ou un endroit où les populations étaient de faible densité, et aussi un endroit qui soit quand même facilement accessible. Il n'y a pas les mêmes contraintes qu'en optique, se mettre au sommet d'une montagne. Et donc la Sologne, à 200 km de Paris, avec à l'époque pas l'autoroute, mais quand même une nationale, la nationale 20 qui passe tout près,
était accessible et dans un endroit relativement peu dense. Et c'est en 1953 que l'École normale supérieure a acheté ce terrain de 150 hectares sur lequel nous sommes aujourd'hui. Travailler sur un grand instrument, c'est travailler sur des systèmes qui sont technologiquement très avancés. C'est aussi des systèmes de grande ampleur. Et il y a toujours derrière ça l'aspect technique qui prime et qui est véritablement ce qui me passionne. En tant qu'ingénieur de recherche à la station de radioastronomie Nançay, j'exerce depuis maintenant une dizaine d'années 3 types de fonctions. Je suis un expert électronicien dans le développement de systèmes instrumentaux pour la radioastronomie. Et j'ai notamment participé au développement du nouveau récepteur de cet instrument, le radiotélescope décimétrique de Nançay. Je suis aussi un manager, puisque je suis responsable de l'équipe électronique. Alors c'est une équipe technique d'une quinzaine de personnes, essentiellement des ingénieurs, qui possèdent toutes les compétences techniques pour développer les télescopes que nous avons ici. Enfin, je suis un chef de projet. Et notamment, je suis en ce moment en train de manager le projet LOFAR, qui sera un nouveau télescope implanté sur la station de radioastronomie. La station de radioastronomie de Nançay a 2 tutelles principales, l'Observatoire de Paris, tutelle universitaire, et le CNRS. Les personnels de la station, à peu près 45 permanents, plus un certain nombre de non permanents. Les permanents sont donc soit payés par le CNRS, soit par l'université. Je suis arrivé à l'Observatoire de Meudon, donc, qui fait partie de l'Observatoire de Paris, en 1985, donc sur un poste de chargé de recherche au CNRS. Et ma spécialité est la radioastronomie. J'ai travaillé dès le début en fait, avec un instrument au sol qui était le réseau décamétrique de Nançay, et puis un instrument dans l'espace qui était en fait les 2 expériences de radioastronomie qui étaient embarquées à bord des sondes voyageurs. Et ça m'a permis d'étudier les émissions radio, le champ magnétique et l'environnement ionisé de Saturne, de Jupiter, puis ensuite d'Uranus et de Neptune, puisque Voyageur a eu le bon goût de visiter plusieurs planètes. Donc en fait on recevait des observations effectuées par les sondes voyageurs, et en fait on découvrait de nouveaux mondes qu'on essayait de comprendre. Donc il s'agissait de savoir eh bien, comment est-ce que ces émissions radio sont produites, quelles sont les propriétés du champ magnétique, comment se comportent les environnements des différentes planètes, les comparer entre eux et avec les outils de la physique. Donc en parallèle de l'étude des champs magnétiques des planètes et de leurs émissions radio, j'ai aussi étudié par exemple les éclairs d'orage des différentes planètes du système solaire. Ensuite, je me suis intéressé à la tentative de détection radio des exoplanètes. J'ai travaillé avec des instruments sur la sonde Ulysse, sur la sonde Cassini. J'ai été responsable scientifique du développement de l'instrument radio sur la sonde Cassini. Et puis, ce faisant, il a fallu évidemment encadrer des stagiaires, des thésards. Donc, j'ai encadré environ 5 ou 6 thèses. Et une partie des activités concerne ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire le fait d'aller un petit peu raconter le fruit de ces recherches au public. Non que ce soit un dû dans la mesure où il y a des journalistes scientifiques qui font ce travail, mais de temps en temps, il n'est pas mauvais qu'il y ait une relation directe entre le chercheur et le public. La fréquence est inférieure à 10 MHz. Pourquoi être chercheur, en particulier en astronomie? Bon, chacun sa réponse. Moi, j'ai des réponses personnelles. Alors, clairement, c'est pas pour l'argent. La profession de chercheur offre un salaire décent, sans plus. Par contre, l'intérêt intellectuel des recherches qu'on fait, ça est très grand, c'est clair. On se pose sans arrêt des questions sur des problèmes qu'on découvre. Ce sont des découvertes, c'est l'exploration de l'inconnu, aussi bien en termes d'exploration planétaire que de recherche d'exoplanètes. Ce sont des nouveaux mondes à découvrir. Évidemment, il y a un aspect très important qui est qu'on ne participe pas à la production de biens technologiques, mais à la production de biens culturels, ce qui, à mon avis, est placé au-dessus des premiers. Donc, dans mon échelle de valeur, c'est assez important. Et évidemment, il y a les aspects travail en équipe, il y a aussi un aspect évidemment international. La recherche est par nature internationale, donc on va être amené à se déplacer, rencontrer des collègues à l'étranger. Il y a un contact permanent avec des jeunes, parce que comme chercheur, on enseigne un peu, on encadre des thèses. Donc, il y a une très grande variété, je dirais, de questionnements et d'intérêts qui ne sont pas des intérêts pratiques et financiers. Une des spécificités du fonctionnement de la station de Nançay
et que essentiellement ce sont des équipes techniques qui sont sur le site et les chercheurs sont des chercheurs, pour la plupart des chercheurs associés qui sont dans d'autres laboratoires, donc dans les laboratoires de l'Observatoire de Paris et aussi dans les laboratoires de l'Université d'Orléans, avec une proximité géographique avec Orléans et aussi thématique. Et ce qui fait que nous appartenons aussi à l'Observatoire des sciences de l'univers en région centre et que nous avons, depuis le début de cette année, une association avec l'Université d'Orléans. À la sortie de l'école polytechnique, j'ai choisi de m'orienter vers la recherche. Et donc ma motivation initiale c'était l'astrophysique, mais pour ça j'ai appris la physique des plasmas. Et à l'époque, et encore maintenant, on travaillait beaucoup dans une direction qui est peut-être l'avenir énergétique de l'humanité, qui est de mettre ces plasmas dans des bouteilles magnétiques pour y réaliser les réactions nucléaires qui se passent dans le Soleil, pour produire de l'énergie à partir de l'hydrogène. Et donc j'ai été recruté au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, pour travailler dans ce domaine-là. Et j'ai commencé une thèse que j'ai soutenue en 1980, toujours au CEA. Et j'y ai continué ensuite ma carrière dans le même domaine, jusqu'en 1988 où j'ai eu l'occasion de revenir à mes amours initiales et donc de me réorienter vers l'astrophysique pour appliquer en fait la même physique que je faisais en laboratoire s'applique à des objets astrophysiques. En l'occurrence, mon premier domaine d'étude, ça a été la structure spirale des galaxies. Dans le service d'astrophysique qui est à Saclay, j'ai développé donc une activité scientifique de théorie des plasmas astrophysiques. J'y ai pris graduellement quelques responsabilités dans la communauté, mais pas de responsabilités importantes. Mais c'est, disons, s'activer dans la communauté scientifique. Former des étudiants, par exemple. Ensuite, en 2008, on m'a contacté, on m'a proposé de prendre la direction de ce laboratoire où je suis actuellement, qui est le laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, le LPC2E à Orléans. Je prends la direction d'un laboratoire qui a une très forte activité technique, qui consiste à développer des instruments spatiaux, ce qui implique d'énormes contraintes de qualité, de rigueur, de délai. Et ça implique de travailler avec des ingénieurs de très haut niveau, des techniciens extrêmement qualifiés aussi. J'ai eu un parcours de scientifique qui est beaucoup plus diversifié que pour beaucoup de mes collègues. C'est-à-dire que j'ai gardé le goût de passer d'un domaine à l'autre, de changer constamment, ce qui entretient ma curiosité de gamin. Je garde cette curiosité d'abord en tant que scientifique, donc dans mon activité de recherche, de chercheur théoricien. Et la responsabilité de directeur, c'est avant tout de mettre en musique le travail des scientifiques et des ingénieurs et techniciens du laboratoire, de les aider, de créer les conditions telles qu'ils peuvent faire de la bonne science. Dans le même temps, on m'a proposé de m'intéresser, de devenir le coordinateur scientifique du projet LOFAR qui démarrait en France. Donc je suis le coordinateur scientifique français du consortium FLO qui a porté ce projet depuis la constitution d'une communauté scientifique de scientifiques intéressés jusqu'aux demandes de soutien financier à différents organismes. Et puis jusqu'à donc à la fois assister à la construction, à la mise en place de la station à Nancy, on est très excités, c'est en ce moment, à la fois au consortium international, au consortium des pays qui participent à l'OFAR et qui vont assurer ensuite son exploitation ouverte au service de la communauté astrophysique. L'installation d'un nouveau télescope comme l'OFAR, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire déjà se constituer une équipe technique avec toutes les compétences qui permettront de répondre au projet. Ça veut aussi dire faire de la planification parce qu'il faut étager toutes les tâches les unes derrière les autres. C'est aussi des contacts réguliers avec nos collègues étrangers.
Donc ce sont toutes ces tâches qui font la responsabilité qui font la gestion d'un projet en fait, d'un projet dans un cadre international. L'OFAR est un instrument néerlando-européen, si je puis utiliser ce terme. Et c'est un interféromètre qui a son cœur, la partie la plus dense des stations aux Pays-Bas. Ensuite, les stations sont un petit peu plus distantes les unes des autres, 100 à 200 km. Et puis après, encore plus distantes. Et c'est comme ça qu'on les trouve réparties dans les pays européens autour des Pays-Bas. Et la station française se trouve à Nancy. Ceci permet d'une part aux scientifiques d'avoir accès à l'ensemble des données de cet instrument de nouvelle génération et nous permet de participer pleinement à la conception d'instruments de nouvelle génération en radio. La station internationale LOFAR de Nancy est constituée de 2 champs d'antennes, 2 champs de 96 antennes, un champ d'antenne basse fréquence qu'on appellera champ LBA pour Low Band Antenna. Les antennes captent dans la bande 30-80 MHz et un champ d'antenne haute fréquence HBA pour High Band Antenna qui capte dans la bande 110 à 270 MHz. Alors, la surface totale est de l'ordre de 1,5 hectare. Nous avons le champ LBA qui fait 70 mètres de diamètre et le champ HBA qui fait 60 mètres de diamètre. Les informations qui sont issues des 2 champs d'antenne sont ensuite envoyées vers les Pays-Bas, vers un corrélateur central, via une fibre optique. Donc le site de l'OFAR ayant été choisi au niveau du site de la station, le terrain était déboisé et nous avons implanté des points de référence dans des plots en béton de façon à se constituer un système de référence au niveau du site LOFAR lui-même. Donc ces points de référence ont été mesurés à l'aide d'un GPS ainsi que l'emplacement du container qui allait accueillir toute la partie réceptrice de l'instrument de façon à nous fournir des coordonnées dans le système de coordonnées européen et fournir ainsi ces coordonnées à l'équipe hollandaise qui s'occupe du projet LOFAR. Donc le premier réseau constitué de 96 antennes est réparti de manière aléatoire sur le terrain. Donc nous avons dû pour chacune des antennes implanter de façon très précise 3 points de façon à installer ces antennes et les orienter précisément. Donc ensuite le deuxième réseau d'antennes composé également de 96 antennes. Donc ces antennes sont de conception différente. Elles ressemblent donc à des cubes de 5 mètres par 5 mètres de côté et sont installées les unes à côté des autres suivant un quadrillage. Donc leur implantation est nettement plus simple par rapport au premier réseau d'antennes. Donc dans ce cas-là, il suffira d'implanter un quadrillage au niveau du sol, donc implanter quelques points sur le pourtour du réseau d'antennes et d'aligner chacune des antennes à l'intérieur de ce quadrillage. Dans le cadre de l'OFAR, j'ai été amené donc à effectuer des mesures de nivellement de terrain, de prendre des points à la fois au GPS, à la fois à la station Pentax pour pouvoir situer les coordonnées de chaque antenne. C'est bon. Et j'ai effectué également les approvisionnements en matériaux et les locations d'engins. Donc je suis responsable logistique de la station de radioastronomie. Donc ce poste comprend la gestion des terrains, bâtiments, de la restauration et de l'hébergement sur le site.
Je travaille plutôt sur tout ce qui est administratif et études. Et je travaille en liaison également avec le responsable de la DIL, de la Direction immobilière et logistique de l'Observatoire de Paris. Oui, c'est bon? À l'origine, je me voyais plutôt travailler dans un milieu industriel, donc en tant que responsable maintenance. L'avantage de mon poste sur Nancy est vraiment la diversité des tâches. Par exemple, je peux à la fois travailler dans mon bureau et l'instant d'après être sur le terrain en train pour un rendez-vous avec l'ONF pour la gestion de la forêt. Mon rôle, c'est d'entretenir tout ce qui est espace vert, les chemins, les pieds des antennes, de les nettoyer. Il y a toujours du travail, toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. L'hiver, il y a plus de bois, c'est plus forestier. Et puis l'été, c'est l'espace vert. Et ici, en plus, il faut préserver les arbres pour les retombées des ondes. Ce qui protège beaucoup pour le travail, pour les antennes. Le choix du site en 1953 a été conditionné par la qualité de propreté électromagnétique, de non-perturbation par les émissions radio humaines. Ce sujet est bien entendu de plus en plus d'actualité avec la prolifération de l'utilisation de la radio pour des usages de toutes sortes au niveau du grand public. Le site a beau être très propre radioélectriquement, de façon à conserver cette propreté, il faut qu'on surveille. Donc cette antenne sert essentiellement à surveiller les installations nouvelles ou à surveiller les installations existantes en dehors de la station. Bon, il s'agit des satellites, beaucoup des satellites, et il s'agit également de la téléphonie mobile. Pour garder la propriété électromagnétique du site, qui est favorisée par la présence de la forêt, nous sommes sur le point de mettre en place une zone de protection radioélectrique autour de la station. Cette zone va s'étendre sur à peu près 3 km autour du périmètre qu'occupent les instruments et va nous permettre de contrôler les installations, que ce soit par exemple les alarmes dans les maisons individuelles ou les émetteurs de téléphonie mobile. Un autre aspect du maintien de la propriété électromagnétique du site, c'est de contrôler que nos instruments ne se polluent pas les uns les autres. Et pour cela, chaque fois qu'on construit un nouvel instrument ou chaque fois qu'on introduit un appareil à l'intérieur du site, on va le mesurer pour s'assurer que son rayonnement reste dans des limites telles qu'il ne gêne pas les autres instruments du site. Les équipes sont organisées par métier. Donc on a une équipe d'électronique qui inclut les activités de microélectronique, une équipe informatique avec des aspects de traitement des données, acquisition temps réel sur les instruments et aussi gestion du parc informatique de la station. Et puis, bien entendu, il y a aussi une équipe mécanique, électromécanique, pour tout ce qui est maintenance des instruments et aussi design de nouveaux instruments. Et bien entendu, comme tout laboratoire, il y a un service administratif. À cela, il faut ajouter quelque chose qui est spécifique à la station, qui, je le rappelle, occupe une surface de 150 hectares, c'est la logistique. Donc, il y a entretien des terrains, il y a aussi l'hébergement des gens qui viennent observer, il y a la cantine, il y a l'électricité, etc. Donc après le bac professionnel, j'ai fait un petit peu d'intérim. Et après j'ai reçu une annonce de la NPE, comme quoi l'Observatoire de Nancy cherchait un électromécanicien. Donc malgré que j'habite à 25 km d'ici, j'avais jamais entendu parler de l'Observatoire. Donc je suis venu à l'entretien quand même, pour voir ce que c'était. Et ça s'est bien passé. Au final j'ai été retenu, vu qu'ils cherchaient à la base quelqu'un qui avait des diplômes mais qui savait aussi travailler, enfin de lui-même.
et que j'avais fait un bac pro en alternance, ça m'a bien servi. Donc j'ai été recruté comme adjoint technique en électromécanique pour m'occuper spécialement du radiotélescope. Moi je fais surtout du graissage, des vidanges, pour qu'il n'y ait rien qui tombe en panne, ce qui arrive de temps en temps. Des moteurs électriques, des motoréducteurs qui cassent. J'ai été amené à m'occuper d'un peu tous les autres aussi instruments, le radiohéliographe ou le décamétrique. Après c'est surtout de l'implantation de nouveaux matériels aussi pour que ça soit plus fiable ou les nouvelles antennes à implanter. Les nouveaux projets style LOFAR ou Embrace. Sur Embrace, en fait c'était une entreprise hollandaise qui venait pour monter le dôme. Donc on leur a donné un coup de main à mettre ça en place. Et après nous on a aménagé l'intérieur en assemblant la fibre de verre pour faire une structure qui supporte les tuiles. On a le privilège de travailler sur le plus grand radiotélescope d'Europe. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire ailleurs. Il faut innover, mais des fois il faut inventer des petites pièces, il faut penser à des trucs qui n'existeraient pas ailleurs, quoi. La station LOFAR est un instrument de nouvelle génération et sert de base à la conception européenne du futur instrument mondial qui s'appelle SKA, Square Kilometer Array, qui sera installé dans l'hémisphère sud. L'Europe a financé une étude sur ce projet et NANSA a été étroitement associé à cette étude. Nous avons sur le site un des deux démonstrateurs qui s'appelle Embrace. Il y en a un donc ici et un autre aux Pays-Bas. Nous avons participé à l'élaboration de la station Embrace en microélectronique, en ayant conçu un composant spécifique pour la formation des faisceaux d'observation des objets. On appelle en anglais beamformer. Nous avons participé et conçu toute l'acquisition des données et tout le contrôle commande de l'instrument, instrument extrêmement complexe à cause justement de cette formation de faisceaux qui n'est pas seulement un seul faisceau, mais on peut en former plusieurs à la fois, donc combinaison électronique bien compliquée. Aujourd'hui, nous réalisons l'étape d'enfouissement des câbles. Chaque antenne a ses deux câbles et chaque câble doit arriver jusqu'au container et notamment doit transiter par les tranchées que nous réalisons. Tous les câbles vont arriver dans ce trou qu'on a surnommé temporairement la piscine. Nous avons en fait 3 longueurs de câbles différentes en fonction de l'éloignement des antennes par rapport au container. Mais chacune des 3 longueurs est exacte et de même dimension. Alors les antennes sont plus ou moins éloignées du container. Donc en fait nous allons avoir des surplus de longueur de câble qui doivent absolument, avant l'entrée dans le container, être mis quelque part. Le problème c'est que nous ne pouvons pas les mettre sous forme de torons comme elles sont là, parce que il y a un effet inductif, une boucle inductive, qui en cas d'orage vient perturber les antennes, voire les détruire. C'est pour ça que nous allons les enrouler autour de ces piquets de bois. On va avoir 4 rangées de piquets. On va d'abord travailler sur la première rangée. Cette rangée va correspondre en fait à la première branche. Et en tout, on doit avoir 4 branches principales. Donc on va mettre 4 rangées de piquets. L'antenne a une taille de 1,70 m. Donc il faut que le câble sorte du sol d'une longueur déterminée et fixe. C'est l'opération que nous réalisons au niveau de chacun des piquets en bois, nous voyons. Les 2 câbles sont préparés sur le piquet en bois pour pouvoir être câblés à l'antenne ensuite.
Alors à l'arrivée, mon poste était électricien bâtiment, en fait, et très vite ça a dérivé vers électrotechnique et tout ce qui concerne l'électricité générale, puisqu'il y avait déjà un électrotechnicien sur le site, et en fait, pour des raisons sécuritaires et de praticité, on a décidé de travailler en binôme. Alors pour les dépannages, c'est très simple, quoi. On m'appelle par téléphone ou par mail, et donc sur une antenne ou un bâtiment qui est en panne, et je me déplace directement, je vais dépanner ce qui ne va pas, quoi, ce qui est en panne. Pour les nouvelles installations, là c'est un peu différent en fait. On a des réunions de chantier où là on travaille avec toutes les personnes de la station en fait. Donc on se réunit, on se décide les postes, le travail qu'il y a à faire, et donc on se met en place et on travaille comme ceci, quoi, en respectant une certaine hiérarchie, et notamment pour le dôme en polystyrène d'Ambrès, ou pour les installations de l'OFAR, des antennes et des tranchées. Donc là, on côtoie plus de monde parce qu'il y a besoin plus de main-d'œuvre pour ces projets-là. L'avantage aussi, c'est que, étant donné qu'on est au contact de pas mal de chercheurs, on peut s'intéresser facilement au domaine de la recherche, de l'astronomie. On a tous les instruments pour en profiter. Les chercheurs sont à disposition pour nous expliquer des choses. Donc c'est un domaine qui peut, si on veut s'y intéresser, peut être très très intéressant et très varié. Il y a une bonne ambiance, et c'est vraiment une ambiance à part entière, quoi. Il y a très peu de personnes ici qui le matin, en se levant, se disent « je ne veux pas aller travailler ». Déjà, oui, quand on ne va pas au boulot en reculons, c'est déjà à l'heure actuelle très bien. Alors j'ai obtenu un CAP employé de bureau et un BEP agent administratif. Et suite à ça, je suis partie travailler à Paris, à La Défense, et j'y suis restée 1 an et demi. Étant de la région, j'ai appris qu'un poste de secrétaire se libérait à Nancy. Donc j'ai fait une demande et je suis rentrée à l'Observatoire le 1er avril 1983. À Nancy, nous gérons les crédits infrastructures, c'est-à-dire les crédits de travaux sur les bâtiments, et tout ce qui est consommable, électricité, téléphone, fournitures diverses, contrats divers, contrats de nettoyage. Alors nous avons des chercheurs qui viennent travailler en permanence sur le site ou occasionnellement. Donc ils s'adressent à moi pour réserver leur repas, leur hébergement. Et suite à ça, je leur fais une mission pour leur rembourser leurs frais de mission. C'est très intéressant de travailler sur ce site parce que nous ne faisons pas toujours la même chose. Et nous côtoyons des chercheurs, des ingénieurs qui nous apprennent leur travail, c'est passionnant. En plus de mon travail de gestionnaire, je participe, et j'adore ça, aux journées portes ouvertes que M. Bertrand Flouret organise tous les ans. J'ai été nommé en 1994 en tant que technicien classe normale à la station de radioastronomie de Nancy pour un instrument bien particulier qui est le radiohéliographe. Donc au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'électronique ici à la station de radioastronomie. C'est là que j'ai découvert le monde de la recherche en astronomie. Et quelques années plus tard, j'ai vu qu'il y avait un poste à concours au CNRS pour entrer à Nancy. Alors ce concours, c'était un concours d'opérateurs sur grand instrument, et j'ai postulé et peut-être eu un petit peu plus de chance parce que j'avais une formation d'électronicien et une passion de l'astronomie d'amateur, et ce poste était un petit peu la croisée de ces deux intérêts que j'avais. Donc c'est un métier assez varié, puisqu'il y a une partie qui est une partie plus technique
surveiller le fonctionnement de cet instrument, et une partie qui est la communication, enfin la discussion, la mise à disposition des informations aux chercheurs. Comme par exemple, il y avait un collègue chercheur qui était parti aux États-Unis, il y a eu une activité solaire importante, et cette personne m'a passé un coup de téléphone et m'a dit mais il me faut les informations, les images de ce sursaut rapidement pour pouvoir les confronter avec les observations américaines. Donc à travers ce métier, j'ai pu développer une certaine autonomie, eu sûrement plus de responsabilité aussi de cet instrument qu'est le radiohéliographe. Et puis il a fallu que j'apprenne par moi-même à faire fonctionner cet instrument. Une chose qui a aussi beaucoup enrichi ma passion d'astronome amateur, c'est les contacts fréquents avec des chercheurs et avec des ingénieurs de différentes technicités. Au CNRS, on a la possibilité de passer des concours internes. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de passer d'un poste de technicien classe normale à un niveau assistant ingénieur, qui correspond à un bac+2. L'étape d'aujourd'hui, c'est la mise en place des antennes. Alors la mise en place de cette antenne, elle s'effectue en 3 phases. La première phase, c'est la mise à niveau de l'antenne. Il faut que cette antenne soit exactement dans le même plan que toutes les autres antennes. Pour cela, on ajoute du gravier. Ensuite, on va mettre en place un polyane. Ce polyane va permettre à la végétation de ne pas pousser. Et enfin, on va mettre en place un treillis métallique. D'une part, il permet de soutenir le mât de l'antenne, proprement dit. D'autre part, il crée un écran contre les signaux électromagnétiques qui sont liés à la température du sol et qui vont venir en fait perturber un petit peu nos observations. Une fois qu'on a mis en place ces 3 couches, on met en place l'antenne proprement dite. Alors elle est constituée d'un mât PVC qui est juste là pour soutenir l'antenne. L'antenne, elle, c'est ça. Ce sont ces brins métalliques qui sont par couple pour avoir les 2 polarisations de l'antenne. Et les brins métalliques donc arrivent à l'électronique de l'antenne qui se trouve ici, dans lequel on a les préamplificateurs. Et de ces préamplificateurs partent 2 câbles radiofréquences qui vont aller ensuite dans le container où on a l'électronique de réception de l'antenne. En fait, quand on parle des applications de l'OFAR, soyons clairs, on parle des applications scientifiques. C'est-à-dire, en fait, on parle de l'utilisation d'un grand instrument pour un grand nombre de thématiques scientifiques. On va étudier les étoiles, les trous noirs, les galaxies, les planètes, les exoplanètes, les pulsars, etc. Bon. Mais vous voyez bien que l'ensemble de ces sujets sont des sujets de recherche fondamentale. Ce ne sont pas des sujets applicatifs au sens technologique ou directement sociétaux. Alors en fait, question fréquente, utilité sociétale de la science, en particulier de l'astronomie, la réponse à mon avis est parfaitement claire. Cette utilité, soit on considère qu'elle inclut l'apport de connaissances et de culture scientifique à l'humanité, auquel cas elle est très grande, puisque la description de l'univers dans lequel on vit, le passé, le présent, le futur et la mort du Soleil, comme ceux de la Terre en fait, sont des sujets qui ont été étudiés et qui continuent à l'être en astronomie. L'univers est un laboratoire de physique naturelle absolument gigantesque qui permet d'étudier des conditions physiques qu'on ne peut pas réaliser artificiellement en laboratoire. Donc, de ce point de vue-là, les applications d'une science fondamentale comme l'astronomie sont immenses. Maintenant, si on pense en termes plus étroits d'applications technologiques, il est évident qu'elles sont bien moindres en ce qui concerne les applications directes. Mais par contre, il y a énormément d'applications indirectes, de manière générale, que ce soit au sol ou dans l'espace, étant donné qu'un nouvel instrument n'a d'intérêt que s'il fait mieux que les précédents. Donc un nouvel instrument doit toujours être à la frontière extrême de la technologie, des développements technologiques. De même, par exemple, on a des cas d'entreprises qui, ayant travaillé avec de grands projets solo-spatiaux, ont été obligés en fait de revoir leur filière de production, leur méthode de contrôle de qualité,
d'une manière tellement rigoureuse qu'en fait, ils en sont sortis fortifiés en fait, pour d'autres projets qu'ils réalisaient. L'astronomie, en particulier l'astronomie fondamentale, celle qui mesure les paramètres de référence de temps et de fréquence, celle sur laquelle est fondé le GPS, évidemment la mécanique céleste, toutes ces choses-là ont des applications très directes, bien que souvent on n'en a pas conscience, dans le positionnement des corps au sol, dans les repères de temps et d'espace, donc ça c'est tout à fait clair. Il y a le fameux proverbe, on n'a pas inventé l'ampoule électrique en essayant d'améliorer la bougie. Effectivement, si on essayait de faire simplement de la R&D technologique en améliorant l'existence, c'est-à-dire la bougie, on aurait peut-être des super bougies aujourd'hui. Mais en faisant des recherches complètement fondamentales et pas du tout appliquées sur l'électricité et le magnétisme, on en arrive au bout de quelques années, ou quelques décennies, à des applications aussi fondamentales que l'éclairage qui est partout. Alors qu'est-ce que c'est qu'être directrice de la communication au sein d'un établissement comme l'Observatoire de Paris? Je pense qu'un des bons exemples qui m'a certainement permis de construire le poste de directrice de la communication à l'Observatoire, c'est le passage de Vénus. J'arrive en avril, en mai c'est le grand transit de Vénus. Donc l'Observatoire de Paris s'est mobilisé notamment à travers ses chercheurs pour mettre en place de grandes opérations de communication avec le public, de diffusion de la culture scientifique autour de ce phénomène. Et donc très vite, je vais être en prise avec l'organisation d'une exposition, de spectacles arts et sciences, de contacts avec les différentes équipes en charge de l'établissement, c'est-à-dire la logistique, les gardiens, la sécurité, le ménage, enfin l'ensemble des équipes qui vont permettre que cette manifestation se tienne. Et donc très vite, je vais être au cœur même de ce qui va fonder les quelques années que je vais passer à l'Observatoire de Paris par la suite. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on va construire des opérations d'accueil du public pour leur permettre de comprendre le phénomène, mais aussi de le voir et d'en discuter avec des astronomes et des astrophysiciens. Au-delà de l'accueil du public, il y a aussi beaucoup de communication à faire pour mieux faire connaître cette fois-ci l'établissement. Donc là, on est dans la partie communication institutionnelle que je vais mettre en place à travers notamment la création d'un magazine. C'était extraordinaire pour moi d'imaginer que l'Observatoire de Paris, qui est né en 1667, n'avait jamais eu un magazine pour parler de ce qu'il fait en matière de recherche, d'enseignement, de diffusion. Et donc, j'ai eu le grand plaisir de créer ce magazine qui s'appelle le magazine de l'Observatoire de Paris et qui est diffusé évidemment à la presse au niveau national et international, puisque la recherche se fait au niveau international. On ne fait pas de recherche sans parler anglais, donc c'est évidemment un magazine bilingue, français-anglais. Et donc, en fait, on va permettre aussi de voir émerger l'établissement en tant que force de proposition en matière de recherche, d'enseignement, qu'il a toujours été, mais cette fois-ci, le faire connaître auprès de publics relais comme les journalistes, mais aussi des directeurs d'autres labos, des ministères, des collectivités territoriales, etc. Donc un outil intéressant à mettre en place. Alors ce qui est intéressant dans ces métiers de communication et de diffusion de la culture scientifique, c'est que d'abord c'est un métier relativement récent dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Il faut savoir que la BAP, c'est-à-dire la branche d'activité professionnelle liée à mon métier, c'est-à-dire la branche F, n'a que 10 ans d'existence. Donc on voit que ce sont des métiers qui émergent, qui aujourd'hui s'installent de manière forte. Ce sont des métiers dans lesquels on recrute beaucoup dans l'enseignement supérieur et la recherche, des informaticiens, notamment pour la partie web, pour la partie aussi réseau. Il faut savoir que les réseaux aujourd'hui c'est important de s'en emparer, donc on recrute beaucoup de jeunes dans ce domaine-là. La partie publication est aussi très connue dans les métiers aujourd'hui de la communication. Diffusion de la culture scientifique, ça émerge aujourd'hui. On voit apparaître des postes de médiateurs scientifiques, ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans. Et je pense que c'est aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont en évolution. Et on a des places à prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui se structure la communication dans les grands établissements, que ce soit universitaires comme de recherche. Il y a des places à prendre, il y a de l'enthousiasme à apporter et il faut y croire. C'était des collègues qui faisaient une petite activité de communication comme les portes ouvertes ou l'accueil un petit peu de scolaire. Et ces collègues sont partis en retraite.
Donc comme il y a eu des besoins de communication grandissants, eh bien moi j'ai passé de plus en plus de temps, j'ai eu plus en plus de temps pour m'occuper de la communication à Nancy. Les activités de communication à la station de radio et astronomie, c'est organiser les portes ouvertes de la station. Ça peut être aussi l'encadrement de stages de 3e, tout simplement. C'est s'occuper des droits à l'image, quand on a une émission de télévision ou un film qui est tourné. Mais c'est aussi préparer les interviews des chercheurs, voir les questions pour que l'interview se passe très bien, tout simplement. La passion pour l'astronomie d'amateur m'a beaucoup aidé en communication aussi, parce qu'on fait toujours un petit peu de communication dans, je vais dire, les associations d'astronomie. Et entre autres, me permet d'animer un atelier de radioastronomie dans un festival d'astronomie de Haute-Maurienne, 15 heures. Et je voudrais dire aussi que le fait d'être dans un observatoire au contact de chercheurs nourrit beaucoup cette passion aussi. Mon métier, mon cadre d'activité fait que beaucoup de mes collaborateurs sont à l'international. Et ça me rappelle un petit peu mes échanges universitaires, cet élan vers l'étranger et vers le monde, découverte du monde. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2007 et après 2 années de post-doc, j'ai passé le concours d'ingénieur de recherche au CNRS, niveau Bac+5, où j'ai fait ma prise de poste fin 2008. Le premier post-doc consistait à faire du traitement de données et de la calibration sur une expérience qui s'appelle Codalema, qui vise à détecter des particules par les signaux radio qu'elles émettent. Le deuxième post-doc, financé par SCADS, m'a permis de retourner à ce que je faisais en thèse, à savoir l'atténuation d'interférences pour des systèmes de radioastronomie. Avec les astronomes, j'établis un cahier des charges pour répondre aux besoins scientifiques, tout en prenant en compte les contraintes techniques à la réalisation de ces équipements. Je travaille actuellement sur LSS. C'est une étude qui vise à modifier une station LOFAR standard. Mon travail consiste à faire du développement numérique pour un récepteur qui va servir à mesurer les antennes. Ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que l'on touche à toutes les parties de cette étude, c'est-à-dire depuis la capture du signal sur le ciel, l'analogique, sa numérisation, le traitement des données et enfin l'étude astronomique des signaux qui en ressortent. Cette superstation comportera 96 ensembles d'antennes. Et là, en fait, pour le prototype, on va en réaliser 3, avec un récepteur adéquat et toutes les fonctionnalités de la future superstation. On va prouver que le concept est complètement faisable, chiffrer complètement son coût, le besoin en manpower et les délais. Et en fait, on s'est engagé à fournir dans 2 ans, c'est-à-dire en 2011, un pré-projet suffisamment argumenté pour une demande de financement, de réalisation cette fois-ci au CNRS. L'ANR ne finance pas les équipements de structure, mais simplement les études de projet. C'est l'occasion d'études, de recherche et de développement et de réalisation originales et intéressantes. Et une partie des personnels de Nancy et puis des chercheurs autour sont embarqués là-dessus. J'arrive là et je vois ces travaux en plein boom. C'est l'installation des antennes haute fréquence de la station LOFAR. Nancy est spécialisée dans l'observation radioastronomique en basse fréquence. Et avec LOFAR, on va pouvoir étendre le domaine des fréquences et étendre aussi la sensibilité, la résolution angulaire. Donc voir de plus en plus d'objets dans le ciel, des objets très variés, que ça soit, comme ça se fait actuellement ici beaucoup, des pulsars notamment, ou l'observation du Soleil et des planètes, ou que ça soit dans d'autres domaines de la radioastronomie, l'observation des trous noirs, des observations de cosmologie pour voir la formation des premières étoiles et des premiers quasars qui ont illuminé le ciel. LOFAR ouvre la possibilité en radioastronomie de faire de l'astronomie généraliste qui s'intéresse à peu près toutes les sources qui existent dans l'univers. Toutes ces sources émettent en radio, notamment à basse fréquence, et c'est ça qu'on souhaite observer parce qu'il y a du nouveau à faire grâce à ces instruments.
Les équipes techniques travaillent à la fois sur la maintenance des instruments en opération et sur la préparation d'instruments de nouvelle génération. Et cette spécificité de travailler sur les deux est très importante parce que c'est la connaissance, l'acquisition du métier sur les instruments en observation continue qui permet de valoriser les études pour les instruments du futur.